Here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like that. Des chocs spectaculaires, violents, emblématiques du football américain. Les commotions cérébrales ont été pendant trop longtemps banalisées, vues comme un choc sans conséquences à long terme. C'est pourtant tout le contraire. Dégénérescence psychologique, séquelles physiques, comment vieillissent nos champions de football américains. Le 24 septembre 2002 est annoncée la mort de Michael Lewis Webster, à l'âge de 50 ans. Surnommé Iron Mike, il était un joueur de l'emblématique équipe de football américain, les Pittsburgh Steelers. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, il était d'une forme physique sans précédent. Du haut de son 1m80 pour 116 kg, sa mort si prématurée provoque l'incompréhension des Américains et intrigue les médecins. Mike était atteint de folie depuis quelques années. Il s'était séparé de sa famille, était ruiné et vivait depuis un certain temps dans une voiture. Il avait des douleurs de plus en plus fortes, ses troubles psychologiques s'amplifiaient. Perte de mémoire, hallucinations, sauts d'humeur violents, terribles douleurs au crâne. Tu veux pas m'aider? Mais je vais t'aider, T'es Mike. pas en train de m'aider. Faut que tu m'arrêtes ça. Faut que tu m'arrêtes ça, compris? Ok. Docteur, Il attend, compris? Il attend. Je suis en train de crever là-dedans. Je suis en train de crever, compris? Compris, Mike. Il prenait de la drogue, se mutilait, se tasait et s'arrachait les dents pour oublier ses douleurs insoutenables dans la tête. Cette folie fut une explication facile de sa mort. Mais le médecin légiste à qui le corps de Webster est confié est persuadé qu'il y a une explication bien plus complexe à ce décès. Ce médecin, c'est Bennett Omalu, né le 30 septembre 1968 au Nigeria. Il fréquente l'école de médecine à l'âge de 16 ans et obtient un baccalauréat en médecine et en chirurgie. Il s'intéresse particulièrement à la neuropathologie et détient 8 diplômes d'études supérieures. En 1994, il rejoint les États-Unis, d'abord à Seattle, puis New York, jusqu'à arriver à Pittsburgh, où il exerça la profession de médecin légiste. Le docteur Omalu commença l'autopsie de Mike Webster, sachant qu'une mort à 50 ans n'est pas commun. Il y a donc forcément une raison particulière. Après l'autopsie de base, il ne découvre rien d'anormal, mais il est persuadé qu'il y a une explication. Il soupçonne un problème cérébral et décide donc d'entamer une autopsie du cerveau. Mais cela est une pratique rarement réalisée et très chère. Bennett Omalu décide de l'exécuter à ses propres frais. Suite à cette opération, il ne trouve encore une fois aucune anomalie particulière. Il entame alors une batterie de tests poussés avec ses tissus cérébraux. Aidé de son microscope, il découvre de nombreux problèmes dans les cellules cérébrales de la star américaine. En effet, l'état du cerveau de Mike Webster était équivalent à celui d'un homme de 90 ans atteint d'Alzheimer. Ce genre de symptômes avait déjà été remarqué chez d'autres sportifs, notamment chez les boxeurs. Omalu en conclut donc que ces dégénérescences psychologiques sont dues aux nombreux coups à la tête qu'ils ont reçus. Mais pour confirmer ses suspicions, il autopsie un autre joueur, Terry Long, mort à 45 ans, ayant joué 8 ans en NFL. Il effectua les mêmes batteries de tests et fit les mêmes découvertes. Mike Webster et Terry Long avaient de nombreuses taches brunes et rouges dans leurs tissus cérébraux. Il s'agit de protéines Tau, connues pour tuer les cellules des régions responsables de l'humeur, des émotions et du fonctionnement exécutif, entraînant ces démences. C'est ce que le docteur Omalu appela encéphalopathie traumatique chronique, dit ETC. Le TC, ou CTE en anglais, est donc une forme d'affection cérébrale progressant vers les maladies neurodégénératives. Provoquée par une accumulation de protéines Tau suite à une pratique sportive prolongée ayant entraîné de nombreuses commotions cérébrales, malheureusement, l'encéphalopathie traumatique chronique est habituellement diagnostiquée post-mortem. Avant de poursuivre la vidéo,
Nous allons étudier ce que peut représenter un choc entre deux joueurs de football américain. Nous avons choisi de nous concentrer sur deux joueurs stars du moment en NFL. D'un côté, nous avons Christian McCaffrey, running back aux Carolina Panthers, 1m83 pour 93 kg. Opposé à London Collins, safety aux New York Giants, 1m83, 102 kg. Nous avons cherché à calculer ce que pourrait représenter un choc frontal entre ces deux joueurs. Pour cela, nous avons utilisé leur vitesse maximale et leur masse, afin de trouver ce que pourrait représenter l'énergie cinétique créée suite à ce choc. Pour cela, nous avons donc utilisé la formule de l'énergie cinétique, donc EC égale 1/2 de M fois V au carré, avec V, la vitesse en mètres par seconde, M, la masse en kilos. Sauf que l'énergie cinétique que l'on voulait calculer ne représentait pas un simple joueur qui fonçait dans un mur. C'était deux joueurs de masse et de vitesse différentes qui se rentraient dedans. Donc cette formule s'est transformée en 1/2 de la masse du premier joueur fois sa vitesse au carré, additionné à 1/2 de la masse du deuxième joueur fois sa vitesse au carré. Nous avons donc remplacé les données que nous avions sur ces deux joueurs dans cette formule, ce qui nous a donné ce calcul qui, une fois résolu, nous amène à une énergie cinétique produite d'environ 7100 joules au moment du choc. Nous avons voulu comparer cela, cette énergie produite, à une situation quotidienne. Nous avons alors pensé à comparer ça à une voiture sans permis qui foncerait dans quelqu'un à un passage piéton. Nous avons donc trouvé cette équation que nous avons remplacée par la masse d'environ 600 kg d'une voiture sans permis et qui, une fois résolue, nous permet de comparer ça à une voiture sans permis qui foncerait dans une personne immobile à une vitesse de 22 km/h. Nous pouvons donc facilement imaginer les répercussions que cela peut avoir sur un cerveau humain. La protéine Tau est une protéine présente dans les neurones du système nerveux central, encéphale et moelle épinière. Elle est un biomarqueur de liaison neuronale. Elle est complémentaire aux microtubules dans la fabrication de la membrane plasmique des cellules. Mais dans le cas d'une personne atteinte de TC, la protéine Tau est présente en trop grand nombre, entraînant la dégénérescence et la mort des cellules, ce qui provoque de graves problèmes psychologiques allant jusqu'à la folie. Le TC touche la majorité des joueurs de la NFL, à des stades différents. Par exemple, Aaron Hernandez, joueur de la NFL pendant 3 années, devenu fou par un ETC niveau 3/4, a été jugé pour double homicide et condamné à vie. Mais lors de son passage en prison, Aaron Hernandez se suicida. Sa famille attaqua alors en justice la NFL pour ne pas avoir protégé la santé de leurs joueurs. En effet, les joueurs de football américains sont confrontés à de nombreux chocs durant les entraînements et les matchs. Ils sont donc susceptibles de subir des commotions cérébrales à répétition, car le cerveau humain n'est pas adapté pour absorber de tels coups. Contrairement à un animal comme le pivert, dont le métabolisme est fait pour. Le pivert frappe son crâne sur les troncs d'arbres plus de 10 000 fois par jour, afin de se nourrir ou communiquer. Il élance sa tête à une vitesse de 25 km/h. Au moment du choc sur le bois, le crâne de l'oiseau subit une décélération de 1000 G. En guise d'exemple, une navette spatiale au décollage subit une accélération de 3 G. Dans une Formule 1, à fond sur sa pédale de frein, on passe à 5 G. Des humains ayant testé des accélérations de 20 G, voire 40 G, n'en sont pas sortis indemnes. Rester en vie après un choc au-delà de 50 G relève du miracle. Alors, comment le cerveau des pivers peut-il rester en bon état ? L'os du crâne de cet oiseau est relativement dense, bien que spongieux et épais, notamment à l'arrière de la tête et à la base du crâne, derrière le bec. Le cerveau est étroitement emballé dans la boîte crânienne, avec très peu d'espace et de fluide entre la matière grise et l'os. Il ne risque donc pas d'être ballotté et donc de se cogner sur la paroi du crâne. Le crâne et le bec sont séparés par un cartilage pouvant amortir les chocs, mais pas trop, pour ne pas priver le bec de son efficacité.
Le muscle de sa langue, qui entoure tout le crâne par l'arrière, partant du dessous du bec et rejoignant la narine droite, joue lui aussi un rôle dans l'absorption et la distribution des chocs et vibrations. En parallèle, un cerveau humain baigne totalement dans le crâne entouré de liquide cérébrospinal. Cela donne au cerveau une certaine mobilité et c'est donc pourquoi il tape sur les parois du crâne lors d'un choc. Nous avons représenté cela en remplaçant le cerveau par un morceau de viande et le crâne par un bocal. Malheureusement, le risque de commotion cérébrale et donc de développer l'encéphalopathie traumatique chronique n'est pas présent uniquement dans la ligue professionnelle. Elle est aussi un fléau pour le football amateur et universitaire. Les risques sont d'autant plus importants car les jeunes joueurs ont un cerveau en plein développement, ce qui le rend encore plus vulnérable. Perte de mémoire, paralysie, décès, les dégâts sont phénoménaux et souvent irréversibles. Effectivement, chaque année aux USA, une dizaine de joueurs décèdent dus au football américain. Dans ce cas, nous avons trouvé l'exemple de James McGuinness, adolescent s'étant gravement blessé après un choc pendant un match à son lycée au Kansas. Depuis le jour où il s'est écroulé sur le terrain, il ne peut plus marcher et parle avec difficulté. Si aujourd'hui nous concentrons notre étude sur le football américain, certains symptômes se retrouvent dans d'autres sports de contact comme le hockey, le rugby ou la boxe qui ont déjà recensé des morts atteints de TC. Après les premières découvertes du Dr Omalu, la NFL a nié les faits en bloc, le faisant même passer pour un fou. D'après vous, existe-t-il un lien entre les traumatismes crâniens des joueurs de football professionnels et la dépression? Non. Avec la démence? Non. Avec des signes précoces d'Alzheimer? Non. Existe-t-il un lien entre les traumatismes crâniens et n'importe quel autre problème mental? Chez les joueurs de la NFL? Non. Après cette interview, Ira Kasson est surnommé le Dr No. Il va devenir le symbole du déni de la NFL face aux problèmes. Mais accablés par les preuves et avec de nombreux décès sur le dos, ils furent obligés de reconnaître leurs responsabilités. Tout d'abord, ils se contentèrent de subventionner les familles des défunts et des blessés. Mais cela n'a pas suffi. De plus en plus de joueurs ont porté plainte contre la National Football League et les familles commencèrent à hésiter à faire pratiquer à leurs enfants du football américain. De peur pour leur avenir, la Ligue décida d'instaurer de nouvelles règles sur le terrain comme en dehors. Désormais, il y a de moins en moins de phases de contact pendant les entraînements pour éviter les blessures. Pendant les matchs, les plaquages tête en avant sont interdits, ainsi que de cogner un joueur à l'opposé du jeu qui ne participe pas à l'action. De plus, la NFL améliore chaque année l'équipement avec de nouveaux prototypes de casques qui protègent au maximum des commotions cérébrales. La Ligue a annoncé en février 2019 que le nombre de commotions cérébrales recensées lors de la saison 2018-2019 avait baissé de 29% grâce à l'instauration des nouvelles règles. Aujourd'hui, même si le risque persiste, le football américain reste le sport le plus important aux États-Unis. Lors de la finale du championnat, chaque année plus de 100 millions d'Américains sont devant leur télé. Et au stade, la place se vend entre 2 et 15 000 euros. Le football américain a encore de belles années devant lui. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.